Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Emmanuel Ransford, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes physicien, vous êtes écrivain, conférencier, épistémologue, et vous venez de publier un livre tout à fait passionnant qui s'intitule « La nouvelle physique de l'esprit » avec comme sous-titre « Pour une nouvelle science de la matière » aux éditions Le Temps Présent dans la collection Champs Limites. Votre livre a pour objectif de vulgariser ce qui est l'avant-garde de la science actuelle, avec d'ailleurs, je le dis au passage, des titres de chapitres qui sont savoureux, qui sont presque des titres de contes ou de romans, La Reine et le Crocodile, 3 lutins pour faire un monde, et la matière n'est plus qu'azétée, et puis surtout sur la lumière. J'ai vraiment alors attendez, je le retrouve parce que c'est assez savoureux. Pourquoi la lumière est-elle si obscure? Voilà. Donc avec vous, on va essayer de comprendre les nouvelles données concernant la matière et la répercussion que cela a sur notre vision du monde dans le sens global. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous plonger, parce que c'est un gros travail, dans ce travail de vulgarisation? Oui, je vous dirais, oui, c'est un travail comme tout ouvrage, hein, c'est ni plus ni moins. Je dirais que ce qui m'a motivé au départ, c'était une propre recherche personnelle, c'est-à-dire le désir de comprendre là où on ne comprenait pas, c'est-à-dire là où d'une part la science, pour le nommer, la physique quantique, ne comprend pas très bien ce que c'est que la matière elle-même. Oui. Elle nous en dresse un portrait qui est un peu bancal. Autre chose, j'avais l'ambition enfin pas l'ambition, mais j'étais intéressé à comprendre un petit peu cette problématique. Qu'est-ce que l'esprit? Pourquoi le cerveau est l'organe de la conscience? Ce genre de questionnement, en fait. Oui. Hein. Et donc, à la fois, en regardant du côté des neurosciences et en regardant du côté de la physique, on s'aperçoit que les réponses qui nous sont offertes aujourd'hui, enfin, en tout cas pour moi, ça ne me satisfaisait pas. Donc je suis allé chercher, et je vous dirais que ma démarche, ça a été de déconstruire et de reconstruire. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, tout à fait. Est-ce que je peux vous dire 2 mots ou encore c'est juste la physique quantique. Il y a en fait 2 choses. Il y a d'une part un formalisme, il y a plutôt 3 choses. Il y a les faits, c'est-à-dire les faits d'expérience, ce qu'on a constaté que, on a contrôlé que, on a vu que. Deuxième chose, il y a un formalisme mathématique. Et troisième chose, il y a l'interprétation. Et le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des gens connaissent la physique quantique de loin, en deuxième main si je puis dire, au travers de l'interprétation qui en est proposée par des ouvrages de vulgarisation ou d'autres choses. Et cette interprétation, pour moi, est celle qui pose problème. C'est-à-dire, autant les faits sont ce qu'ils sont, le formalisme marche bien, donc on n'a pas de raison de le remettre en cause. Par contre, l'interprétation pose problème. Est-ce que une des questions fondamentales que vous essayez d'éclairer sous un angle nouveau dans votre livre est la suivante, c'est-à-dire est-ce que il y a d'un côté la matière et la conscience qui, je dirais, est impalpable, invisible. D'ailleurs, vous consacrez un des premiers chapitres de votre livre à la puissance de l'invisible. On va y revenir pour commencer cet entretien. Donc, est-ce que c'est cette interprétation des 2 faits, c'est-à-dire, notamment, il y a un chapitre sur est-ce que la conscience a besoin du cerveau pour fonctionner, de la matérialité en quelque sorte, ou est-ce que c'est 2 choses complètement différentes? Alors, je dirais que sur le fond, ce sont, je dirais à la fois l'un et l'autre. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà, à la fois c'est différent, c'est-à-dire ce sont 2 domaines qui ont leurs lois propres, qui ont leurs caractéristiques propres, qui ont leurs règles et leur identité propre, mais dans notre monde tel qu'il est constitué, ils sont en interférence, c'est-à-dire ils marchent ensemble, et l'un comme l'autre sont nécessaires à la cohérence globale du monde.
C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, vous allez sans doute m'interroger là-dessus tout à l'heure, j'introduis cette notion de psychomatière, oui, c'est-à-dire, en gros, je dis que dans la matière, il y a une dimension cachée supplémentaire que j'appelle le psy, qui est donc une dimension subjective, si on veut, qui, en temps normal, ne se voit pas, donc c'est pour ça que pour les physiciens, tout se passe comme si elle n'existait pas, mais qui, de temps en temps, se manifeste. Mm-hmm. Et c'est à part, voilà, vous avez sans doute d'autres questions, je m'arrête. Alors, Emmanuel Ransford, commençons par le départ de votre livre et un chapitre qui peut paraître étonnant quand on en lit le titre, mais qui se justifie quand on vous lit, la puissance de l'invisible. Tout part de là, en fait. C'est-à-dire que les racines sont vraiment dans l'invisible. Expliquez-nous ça. Oui, alors, l'invisible, donc le non palpable. Voilà. En gros, le fondement de mon approche, c'est la notion d'endocausalité, je serai obligé d'y venir. Oui. Si vous voulez, le visible ou le manifesté, c'est ce qui est du domaine de l'exocausalité, mais je ne veux pas rentrer dans des choses trop compliquées au départ. Si vous voulez, ce qui est visible, ce qui résiste, c'est ce qui est en gros déterministe, c'est prévisible, c'est dur, ça se comporte toujours de la même manière, j'appelle ça l'exocausalité. Mm-hmm. C'est ce qui obéit à des règles de comportement qui sont subies, qui sont imposées. Je lâche mon stylo, il tombe. Voilà, tout à fait. On refroidit de l'eau, elle glace. Voilà. Donc ça, c'est le visible. Mm-hmm. Le visible palpable parce qu'il résiste. Pourquoi il résiste? Finalement parce qu'il se comporte toujours de la même manière. Donc si on veut l'empêcher de se comporter comme il est programmé pour se comporter, il va résister. Oui. Il y a un autre domaine de réalité, et c'est ça qui est l'invisible, que j'appelle endocausal. Endocausal, au lieu d'être soumis à une causalité extérieure, comme l'exocausalité, la causalité déterministe, mm-hmm. c'est une causalité qui est endogène. C'est pour ça qu'elle est endo, et la causalité endogène, pour faire comprendre simplement, c'est celle, je décide de tirer la langue, excusez-moi, c'est ça qui me vient, je tire la langue, de loucher, je louche, de chanter, je chante, mm-hmm. de tourner la tête, je tourne la tête, même sans raison extérieure. C'est-à-dire, c'est une endocausalité, c'est une décision. C'est par une décision que j'ai prise. Oui. Donc, partout où il y a de l'endocausalité, je dis qu'il y a du psychisme, il y a un pouvoir décisionnel. C'est ce qui vient du dedans, c'est comme ça que vous le définissez. Pardon ? C'est ce qui vient du dedans, Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est invisible, c'est inaccessible, ce n'est pas manifesté. Par exemple, je suppose que vous êtes conscient, vous supposez que je suis conscient, mais rien dans l'univers palpable mm-hmm. nous permet de le dire. Nous supposons que. Parce que c'est dans la sphère de l'invisible. Tout à fait, d'accord. Jusque-là, je vous suis, il n'y a pas de problème. Mais il y a, au milieu de ces deux causalités, il y en a une autre. Oui. C'est celle que vous définissez aussi. Oui. Laquelle? Il y en a deux autres. Alors, il y a soit la causalité qui est l'absence, soit l'urcausalité. C'est l'urcausalité dont vous voulez me parler. Tout à fait. Mm-hmm. Vous voulez que j'en parle là? Oui, si c'est possible. Oui. Non, c'est-à-dire oui. L'urcausalité, c'est la racine allemande de primordial. Vous savez, c'est il y a plusieurs mots qui commencent comme ça. Donc, c'est une causalité primordiale. En fait, ce n'est rien d'autre que l'endocausalité poussée au bout de sa logique, c'est-à-dire c'est une endocausalité qui est affranchie de toute exocausalité. Je m'explique. Dans le monde, dans l'univers immanent, dans l'univers dans lequel nous évoluons, nous sommes partiellement endocausaux et partiellement exocausaux. Nous avons un corps qui est exocausal, nous avons même au niveau du psychisme des déterminants, nous pouvons avoir des phobies, nous pouvons avoir ainsi de suite, chacun a son caractère, tout ça c'est exocausal. Mm-hmm. Mais nous sommes aussi endocausaux, c'est-à-dire comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez décider de manger du foie gras plutôt que des huîtres et ainsi de suite. Enfin, je prends tous les trucs, on peut décider de siffloter 3 notes ou ne pas le faire, tout ça c'est endocausal. Mais si nous imaginons une entité qui est purement endocausale, qui n'a pas une noisette d'exocausalité, à ce moment-là, nous aboutissons à ce qu'on appelle l'urcausalité, ce que j'appelle l'urcausalité, c'est-à-dire une endocausalité totale, et là, on voit apparaître de nouvelles propriétés d'une telle entité. Mmh. Quelles sont ces propriétés, justement? Eh bien, pour l'essentiel, alors je consacre 2 chapitres de l'ouvrage que vous avez cité tout à l'heure, donc la nouvelle physique de l'esprit, à répondre un petit peu à ces questions, parce que je veux pas mettre trop d'idées qui risquent de tourner un peu la tête
si j'en mets trop à la fois, mais en gros, on va dire que cette forme un être qui est urcausal décide foncièrement, peut décider totalement d'être ce qu'il veut être. Bon, par exemple, encore une fois, je vais prendre un exemple. Nous avons 2 bras, on peut pas claquer des doigts et ça y est, j'en ai 6 comme le dieu Shiva. Non, ça n'est pas possible. Par contre, nous pouvons décider d'écarter les bras, de les plier et ainsi de suite. Ça, c'est notre père. Nous sommes partiellement endocausaux. Oui. Mais une entité qui serait totalement endocausale, c'est-à-dire urcausale, pourrait décider de se faire pousser des bras, de les supprimer et ainsi de suite. Et si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on s'aperçoit que cette entité a le pouvoir de se transformer en néant. Et comme toutes ces transitions, toutes ces modifications sont endogènes et réversibles, elle a aussi le pouvoir de se créer à partir du néant. C'est-à-dire on arrive à quelque chose qui ressemble, si l'on veut, à un Dieu créateur. C'est ce que j'allais vous dire. Là, on arrive quasiment au principe de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu une façon, ça peut être une façon, j'allais dire, conceptuelle de définir ce que serait une divinité créatrice. D'abord autocréatrice et ensuite capable de créer le monde. Oui. Est-ce que c'est une passerelle là qui existe entre la physique quantique et votre raisonnement et à ce moment-là la théologie la plus abstraite? Si l'on veut, c'est-à-dire en fait quand on oui, tout à fait. Je dirais que quand on met cette notion d'endocausalité dans la description du monde, on est plus ou moins obligé d'aller vers ça, et donc cette notion d'endocausalité, en quelque sorte, permet à la fois de repenser la physique, oui, de repenser les neurosciences, on y viendra peut-être, et de repenser la métaphysique, c'est-à-dire effectivement, comme vous dites, une forme de nouvelle théologie abstraite. Vous vous rendez compte de la portée de votre raisonnement, c'est-à-dire que là, vous êtes en train ni plus ni moins que de rapprocher les religions, je veux dire, dans ce que ça a de traditionnel et d'originel, et la science. Oui, absolument. Oui, je suis conscient de ça. Bon, ce n'est pas encore mon livre n'a pas encore fait beaucoup de chemin, donc on ignore encore ça, mais c'est vrai que quelque part ça refonde les réflexions et ça propose une unification à la fois de la science et de la métaphysique, de la physique et de la métaphysique. Oui. Et c'est un côté extrêmement passionnant. Nous allons faire une première pause, Emmanuel Ransford. On va continuer dans les aventuriers de l'étrange à faire le tour avec vous de l'univers tel que vous le concevez et ce que vous en proposez comme interprétation tout à fait intéressante. On va parler dans quelques instants de la psychomatière. Vous allez nous expliquer ce en quoi cela consiste. C'est une chose assez complexe, mais que vous avez réussi malgré tout à vulgariser dans votre livre, dont je rappelle le titre d'ailleurs, La nouvelle physique de l'esprit, aux éditions Le Temps Présent. Et nous parlerons également, alors il faudra qu'on revienne un tout petit peu en arrière, parce que j'ai lu un très très bon roman là-dessus, un roman policier sur la théorie des cordes, qui est quelque chose d'assez complexe également, et je compte sur vous pour nous le vulgariser si vous le voulez bien. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Emmanuel Ransford est mon invité dans les aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio à l'occasion de la publication aux éditions Le Temps Présent dans la collection Champs Limites d'un livre qui s'intitule La nouvelle physique de l'esprit. Le sous-titre, c'est Pour une nouvelle science de la matière. Alors, on va revenir un petit peu au début de votre livre pour comprendre un petit peu votre interprétation des nouvelles directions de la science concernant la matière et l'univers qui nous entoure en règle générale. Décrivez-nous, parce qu'il y a des découvertes que j'ignorais, parce que je suppose que c'est resté dans un cercle extrêmement scientifique. Avant de parler de la psychomatière, les bactéries, par exemple, sont, selon un scientifique, capables d'une certaine vie psychique. Il n'y a pas que l'être humain qui ait une conscience, finalement. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus ? Eh bien, nous expliquer que la conscience n'est pas le propre de l'homme, mais qu'il y a également énormément d'autres... Oui, d'accord.
Oui, il y a eu beaucoup de. Alors justement, ça c'est quelque chose qui m'a intéressé, c'est-à-dire quand on écoute certains neuroscientists, comme on dit, de neurologues, enfin chercheurs en neurologie ou sciences de l'esprit, certains on les entend dire finalement qu'il n'y a que l'homme qui est conscient, que les animaux, c'est un peu l'image de Descartes, ne sont que des automates. Évidemment, il y a beaucoup d'arrogance là-dedans, et surtout. Il y a un petit peu la preuve que ces gens-là ne savent pas du tout ce que c'est que l'esprit, la conscience, et ne savent pas trouver des critères objectifs permettant de savoir quand est-ce qu'un être, un animal ou humain est conscient ou pas. Je referme ce petit préambule. Donc Lynn Margulis et d'autres, c'est-à-dire les spécialistes, là je suis pas un spécialiste des bactéries et des micro-organismes, les ont observés et ont conclu. Donc il y a plusieurs livres, plusieurs communications, y compris scientifiques. Donc je cite ce nom de Lynn Margulis, il y en a d'autres, bon j'en cite plusieurs d'ailleurs dans mon ouvrage, je ne sais plus quel chapitre, qui ont observé effectivement au niveau d'organismes même finalement assez simples, comme des manifestations en tout cas d'infrapsychisme, si on veut appeler ça. Il ne s'agit évidemment pas de dire que ces organismes ont un psychisme aussi complexe que le nôtre, mais il y a déjà, pour autant qu'on puisse dire, avec l'observation, des espèces de preuves empiriques de comportements qui relèvent non pas de purement de l'instinct, mais de l'émotion, de psychisme. C'est un terme très joli que vous employez dans votre livre, comportement émotionnel. Oui. Alors il y a aussi plutôt un photographe, un ingénieur taïwanais qui a passé 50 ans de sa vie à photographier les insectes. Qui a gagné des prix d'ailleurs, des concours internationaux en tant que photographe d'insectes, voire il a fait des films, et il a écrit un livre en taïwanais, donc que je n'ai pas lu, pas plus que vous, mais en tout cas où il donne il pointe un certain nombre de comportements qui sembleraient alors il faut évidemment se méfier de faire de l'anthropocentrisme, mais qui manifeste, pour autant qu'on puisse le faire en faisant des tests expérimentaux, une certaine émotionnalité chez les insectes qui paraît d'ailleurs normale. Je dirais à la limite, ça fait à partir du moment où ils sont où ils ont un petit degré de conscience, on peut imaginer que leur vie se règle aussi en fonction de choses qui les attirent et de choses qui les ennuient, et que la vie utilise cette polarité. Donc une certaine conscience présente même au plus petit de la matière, et plus on descend, et vous en parlez, même y compris au niveau de la plus petite particule, c'est le photon, hein, c'est ça ? Oui, le photon, si on veut, toutes les particules sont pas très grandes. Le photon est une des plus légères. C'est plutôt parce qu'elle a la masse nulle. Oui, elle est petite, mais elles sont toutes petites. Oui. Et voilà. Est-ce que vous poussez votre raisonnement jusqu'à dire qu'il y a une certaine partie de conscience, aussi minime soit-elle, même à ce niveau microscopique de la matière ? Alors, la question évidemment est centrale dans mon approche. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire que ma vision, c'est que le phénomène du cerveau conscient, si vous voulez, je fais un peu une comparaison entre le cerveau et une lampe. Le cerveau conscient, c'est la lampe qui éclaire. Pour qu'une lampe éclaire, il faut globalement deux choses. Il faut une espèce de particule élémentaire de lumière qui est le photon individuel. Il faut en plus, d'abord qu'il y en ait beaucoup, parce qu'un petit photon qui s'échappe d'un support matériel, ça ne fait pas une lumière. Donc il faut qu'il y en ait beaucoup à la fois, et il faut qu'il y ait des conditions catalytiques, c'est-à-dire des conditions objectives qui permettent au filament lumineux qui est de la matière comme n'importe quelle matière, d'émettre des photons sous certaines conditions. Et moi je dis que pour le cerveau c'est pareil, c'est-à-dire le secret du cerveau conscient, en gros, je le cherche. Je dis que pour le comprendre, je comprends le cerveau conscient en fonction de deux choses. Il existe au niveau le plus élémentaire une brique élémentaire de conscience, et le cerveau a la capacité à rassembler beaucoup de ces briques élémentaires. C'est un petit peu mal dit ce que je vais dire. En gros, ça revient à dire que je mets effectivement dans toute forme de matière, dès le niveau le plus élémentaire de la particule subatomique, je mets une noisette, un germe de psychisme. Ce psychisme n'est pas la conscience.
Ce psychisme, d'abord, en temps normal, je vous ai dit qu'il se caractérise par le fait qu'il est endocausal. C'est la notion que j'avais utilisée tout à l'heure. Donc, il est doté d'un pouvoir décisionnel rudimentaire. En temps Mais pouvoir normal, décisionnel il quand même. dort, c'est-à-dire tout se passe comme s'il n'existait pas. C'est pour ça que les physiciens l'ignorent. Dans certaines conditions, à définir, cette petite noisette de psychisme se réveille. C'est comme pour la lumière, vous avez une toute petite lueur. Ça ne suffit pas une petite lueur pour faire une lampe visible. Donc le cerveau a d'une part aurait la capacité à réveiller les potentialités psychiques des particules élémentaires, d'une partie des particules élémentaires qui le composent, et d'autre part de les rassembler ensemble, et c'est grâce à l'assemblage de ces petites lueurs élémentaires de conscience, si on peut exprimer les choses ainsi, qu'on arrive à une grande lueur, une grande lampe, qui est une conscience à proprement dire. C'est-à-dire, en gros, je ne dis pas que les particules élémentaires sont conscientes, je dis qu'elles portent en elles les germes du psychisme. Ce psychisme en temps normal est inconscient, mais placé dans certaines conditions, il accède à la conscience. Je ne sais pas si j'étais clair. Tout à fait. Expliquez-nous peut-être ça à travers la métaphore que vous avez utilisée dans votre livre, une maison à 2 étages. Il y a en bas monsieur Phi, physique, et au-dessus madame Psy qui, elle, dort. C'est ça à peu près. Oui, c'est ça, voilà. Alors, je vais vous dire, je vais rattacher ce que vous me dites, je vais en parler, mais d'abord je fais un préliminaire. Le préliminaire, c'est de dire que, à mon humble avis, si la physique quantique n'arrive pas vraiment à comprendre les comportements de la matière, les physiciens ne savent pas trop, bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces débats d'épistémologues et de physiciens aujourd'hui sur les fondements de la physique quantique, toujours est-il qu'on n'arrive pas à dégager vraiment le sens de ce que nous dit la physique quantique, et à ce titre-là, il y a une citation, il y a eu plein de citations de grands pontes, de grands physiciens qui vont dans ce sens-là. Je pense notamment à celle, parce qu'elle m'amuse, de Richard Feynman, prix Nobel, qui disait quiconque prétend avoir compris la physique quantique est soit un menteur, soit un imbécile. Un imbécile parce qu'il est tellement bête qu'il n'a même pas compris où était le problème, ou un menteur. Voilà. Donc ça résume sur une forme un peu de boutade là où on en est aujourd'hui. D'accord. Donc, si vous voulez, mon idée, c'était de dire, si on n'arrive pas à comprendre, c'est parce qu'on a oublié une pièce du puzzle. Il y a une pièce manquante qui nous empêche de comprendre, et cette pièce manquante, c'est justement le psychisme, l'endocausalité. Donc, pour revenir, moi, je rajoute ça à la matière, qui de matière devient une psychomatière, c'est-à-dire alors que pour la physique traditionnelle, elle n'a qu'une seule composante, elle est monodimensionnelle, si on peut dire, elle n'a que sa composante physique, je l'appelle, c'est Monsieur Phi, dont vous parliez tout à l'heure. Je lui rajoute un deuxième étage, qui est Madame Psy, donc le psychisme, donc la partie basse est exocausale, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la causalité déterministe habituelle, et en haut, c'est la partie endocausale que les physiciens ignorent totalement. C'est pas qu'ils l'ignorent, c'est qu'ils l'ont forcément rencontré avec la physique quantique, mais ils n'ont pas compris sa vraie nature. Ils l'ont interprété comme du hasard, c'est-à-dire, si vous voulez, tout le débat est là. L'endocausalité se manifeste de l'extérieur comme du hasard, c'est-à-dire de la causalité, le A privatif. Donc les physiciens l'ignorent parce qu'ils ont vu son apparence, si vous voulez, ça apparaît sous forme d'une rupture de déterminisme. Ils ont mis ça sur le compte du hasard, on est d'accord, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mais attendez, il y a quand même des physiciens éminents, qui travaillent dans le monde entier sur ce problème, et il n'est venu à l'idée d'aucun ou de plusieurs de se dire il faut se dire qu'il y a à prendre en compte une partie psychique de ces phénomènes. Mais écoutez, quand vous êtes un physicien pur et dur, formaté, que vous avez une réputation à défendre, que vous avez un laboratoire à faire tourner, que vous voulez des subventions, budgets à voir. Si vous commencez à dire ça, on va dire ça y est, il disjoncte. C'est mort. Et vous allez être la risée de tout le monde. Donc même si vous, au fond de vous-même, vous vous posez quelques questions, surtout pas de salisette, que ça ne se sache pas. Je caricature, mais c'est vraiment ça. Donc, si vous voulez, il y a quelques physiciens du genre Dirac, Jordan, je cite ces deux-là dans mon ouvrage, qui à un moment ont dit, quand le débat faisait rage dans le champ de la physique, qui à un moment ont dit, la nature fait un choix. C'est bon, il y a certains phénomènes physiques, donc où apparaît le hasard, ce qu'on appelle le hasard quantique,
c'est en fait, il y a une prise de choix. Et certains physiciens se sont dit, tiens, la nature fait un choix, ce qui est vraiment l'idée d'endocausalité. Mais tout de suite, on a refermé, on a dit, mais où vas-tu? Il y a une pression des pairs et de la communauté des physiciens qui fait que tout de suite, on a dit, non, nous, on ne se compromet pas avec des notions pareilles, on se contente de dire que c'est le hasard. Donc, on évacue la nature fait un choix pour se dire, c'est le hasard, point barre. Voilà, c'est ça. Et comme ça, tout le monde est content. Et on a refermé une perspective intéressante parce que là où l'endocausalité amène une ouverture, eh bien, on préfère le hasard, c'est-à-dire la conséquence sans cause, la causalité, un privatif. Oui. Donc quelque chose parce que rien. Vous imaginez qu'avec ça, on va pas loin. Justement, on va finir par arriver, si ce n'est déjà fait, à un mur, à buter contre quelque chose. Justement, on bute sur le mur actuel de la physique quantique au sens où il y a toujours le problème d'intelligibilité de la physique quantique. Ça fait quand même depuis 1926 que la physique quantique est considérée comme une science aboutie. Et depuis 1926, il y a eu plein de théories mathématisées, complexes, hypercomplexes, métacomplexes, proto-complexes et crypto-complexes. Oui, c'est pas mal. Toutes ces théories-là n'ont pas résolu le problème des fondements de l'intelligibilité de ce que nous dit la physique quantique. On en est toujours à la case de départ. Et d'autre part, donc d'une part, la physique est incapable de nous dire ce que c'est que la matière, et d'autre part, on se heurte au même mur dans le champ des neurosciences, puisqu'il y a un certain nombre de problématiques, à commencer par le fait pourquoi le cerveau est l'organe de la matière, de la conscience, sur lesquels non plus on n'a pas les possibilités de répondre, sauf à répondre par le pouvoir des mots et dire la conscience est un épiphénomène de la matière. Donc dans ce cas-là, on nie son existence autonome. Dans ce cas-là, il n'y a plus de problème. Ouais. C'est une solution idéologique. Oui, mais c'est ça qui est grave justement. Oui, mais tout à fait. Mais si vous voulez, on s'aperçoit aussi. Moi, je suis un esprit un peu critique et caustique, et j'espère que le bon Dieu m'en pardonnera, même si les scientifiques ne m'en pardonnent pas. Mais il est étonnant de voir que par rapport à des problèmes insurmontables pour eux, les scientifiques ont recours aux procédés idéologiques les plus que normalement ils condamnent, qui sont contraires à l'esprit de la démarche scientifique. Oui, c'est du dogme. Étonnant à voir. C'est du dogme. C'est totalement du dogme, totalement. La nature humaine, cher monsieur, la nature humaine. Écoutez, j'en ai les bras qui tombent. Et moi le dentier. Bon, ne le dites pas. Hein. Non, ça restera strictement entre nous, je suis d'accord. Non, mais c'est assez ahurissant quand même que vu d'une certaine manière, oui. Qu'on se prive d'un champ d'investigation, même s'il mène lui-même dans un mur, mais il y a des choses à apprendre. Mais attendez, au moins la science, encore une fois, c'est d'envisager toutes les hypothèses au départ. C'est pas à ce niveau-là que se fait la restriction. C'est après. C'est-à-dire, on accepte a priori toute hypothèse, à moins évidemment qu'elle soit folle dingue. Oui, mais si elle paraît sensée au départ, on la prend, même si elle paraît insensée d'ailleurs, parce que je vais vous dire, le premier qui a dit, c'est Louis de Broglie, que les ondes, c'est aussi les particules, c'est aussi des ondes, c'était vraiment une hypothèse folle dingue. Donc, c'est de les accepter, mais après de les soumettre à l'épreuve de la preuve. C'est là où ça se joue. Et les scientifiques aujourd'hui sont imbibés dans la peur, dans l'idéologie, dans pas de salisette, il faut surtout pas parler de ça, il faut surtout pas dire ça. C'est pour ça que la science, ce qu'on appelle des changements de paradigme. Normalement, ça ne devrait pas exister en science. On devrait avoir une évolution perpétuelle, une remise en cause. Mais en fait, on se fige. Il y a un conservatisme. Les gens se figent sur une théorie. Il arrive un moment où elle va au pied du mur, elle est plus supportable, là ça s'écroule et on change de paradigme. C'est parce que la science, c'est fait par des hommes et des femmes qui sont en proie aux passions humaines. Ça, c'est très clair. Quand on voit ça de l'extérieur, c'est criard. Revenons à à ce même raisonnement sous un autre angle. Vous avez parlé de la réaction du cerveau quand la conscience se met en branle, quand il se passe quelque chose. Oui. Donc, il y a ceux qui disent, la conscience est immatérielle et elle a une base matérielle, mais il y a les deux. C'est votre chemin de raisonnement. Et les autres, les matérialistes, qui disent non, c'est uniquement matériel puisqu'il se passe quelque chose dans le cerveau. Or, évidemment, il se passe quelque chose dans le cerveau quand un mécanisme de conscience se met en route. Il y a un support matériel. Absolument, oui. Voilà. Et donc, comment faire pour réussir à prouver qu'il y a justement cette maison à 2 étages, Monsieur Phi qui habite au premier et Madame Psi qui habite au second? Alors, d'abord, je vais vous dire que le raisonnement des matérialistes, là aussi, procède J'ai pris le temps de bien en parler dans mon ouvrage pour le dénoncer parce que ça me paraît quand même important. Tout à fait. Et quand on voit que les grands pontes nous disent que la conscience c'est le cerveau en marche,
Oui, que l'imagerie médicale et les techniques modernes démontrent, soulignées en rouge, la nature matérielle, enfin la vérité du matérialisme, ça fait un petit peu bondir, surtout que quand on pense que ce sont des gens qui en principe savent ce qu'ils disent, savent raisonner. Alors, je reviens juste 2 secondes là-dessus. Et puis il y a, juste parenthèse, il y a des phénomènes... Le matérialisme, c'est d'opposer juste deux choses. Allez-y. Soit le matérialisme, le nôtre, soit le spiritualisme naïf, genre le dualisme à la Descartes, c'est-à-dire l'esprit, la conscience, l'âme. D'abord, on fait un peu un amalgame, c'est quelque chose d'immatériel qui n'a rien à voir, donc qui ne peut rien avoir avec l'activité d'un support matériel. Donc ils disent, c'est ça l'alternative, soit l'un, soit l'autre. Donc, comme l'imagerie médicale me montre que quand je pense à quelque chose, tout ce qui se passe dans mon esprit a une contrepartie physique ou physiologique ou physico-chimique, neurale dans mon cerveau, ça prouve bien que il y a une corrélation entre les deux qui est contraire au spiritualisme ou au dualisme naïf. Voilà. Donc c'est le matérialisme qui a raison. Quand on pense, il y a le côté droit ou gauche qui se met en branle. Et donc voilà, c'est matériel. Point. Voilà. Ça, c'est leur théorie. C'est un raisonnement faux parce que il peut y avoir d'autres alternatives. C'est-à-dire il peut y avoir une théorie non matérialiste qui s'accommode de ces corrélations. Voilà. Et si vous voulez, et bon, je prétends que celle que je propose s'en accommode. Je ne sais plus quelle était votre question. La testabilité, c'est ça ? Non, ce qui m'intéressait, c'est que vous parlez, parce que on est quand même dans une émission qui s'intéresse à tout ce qui est en pointe côté science, mystère également historique, également phénomènes paranormaux, et vous les citez dans votre livre comme étant quelque chose qui peut apporter de l'eau à votre moulin, à savoir, il y a des cas qui ont été extrêmement bien étudiés et répertoriés, où l'électroencéphalogramme était strictement plat, où il y avait déclaration de mort clinique, et où les personnes sont, Dieu merci, enfin je ne sais pas qui on peut remercier, mais en tout cas sont revenus, ont remis la machine en route, et qui ont rapporté exactement ce qu'il s'était passé. Oui, les cas de NDE, le patient se trouve au niveau du plafond et observe les personnes qui sont à son chevet en train d'essayer de réussir l'opération. De le ranimer, etc. Donc là, l'électroencéphalogramme étant strictement plat, il ne devait, si on en croit la théorie des matérialistes, plus rien y avoir de conscience. Or là, ça prouve le contraire. Alors, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que la conscience est à la fois partiellement locale, c'est-à-dire c'est vrai qu'elle est partiellement liée dans notre monde et dans les circonstances habituelles à l'activité du cerveau. Si je reçois une balle dans mon cerveau, je risque de plus pouvoir continuer à vous parler et d'avoir quelques difficultés à me sentir moi-même. Si je suis endormi, je ne suis plus dans un état de conscience et ainsi de suite. Donc il y a à la fois une corrélation, mais la conscience notamment est non locale et partiellement délocalisable. Et ça d'ailleurs quelqu'un comme Sheldrake l'a bien senti, ça a été prouvé, il y a les expériences de télépathie et tout ça. Tout à fait. Et ça, si vous voulez, notamment dans mon approche, dans ma théorie, cette non-localité ou cette émancipation partielle de la conscience vis-à-vis du cerveau, puisque c'est un peu ça votre question, vient du fait qu'il y a ce que j'appelle la supralité, c'est-à-dire les différentes gouttelettes de psychisme qui sont dans les différentes particules élémentaires peuvent, dans certaines circonstances que connaît la physique, peuvent se souder les unes aux autres. Et c'est grâce à ça, par cet assemblage, cette soudure, qu'on arrive au macropsychisme. C'est comme ça qu'à partir d'une gouttelette élémentaire de psychisme, on peut faire une entité endocausale globale. Est-ce que c'est clair ? Oui, enfin pour moi c'est à peu près clair. J'imagine que parmi ceux et celles qui nous écoutent, il y en a quelques-uns qui ont commencé à attaquer la falaise en ramant, mais ils peuvent se rapporter à ce moment-là à votre livre, La nouvelle physique de l'esprit, c'est ce que je leur recommande. Ce que vous venez de dire nous emmènera au chapitre concernant les 3 lutins pour faire le monde, j'aime beaucoup ce titre, mais avant d'aborder ce chapitre, vous parlez de ces gouttelettes psychiques, nous sommes d'accord ? Oui. Qui sont en suspension comme ça dans notre univers, qui font notre univers en quelque sorte. Et ça me rappelle tout à fait je vous la livre telle que ça m'est venu à l'esprit en lisant votre livre et en vous écoutant, là ça m'est encore revenu plus fort à l'esprit, quand on a demandé au Dalai Lama d'expliquer ce qu'est le karma. Il a dit, écoutez, un être humain est composé de plusieurs millions de particules comme ça.
Le karma, ça, bon, voilà, c'est cet assemblage de particules qui fait un être humain. C'est comme si c'était un vase, un vase. C'est l'être humain dans la vie, là maintenant. Ce vase se casse, toutes les particules se diluent. Oui. Et quand on refait un vase, forcément dans ce vase, il y a des particules qui se reconcentrent dans ce vase. C'est ça le karma, c'est ça les vies qui se reforment les unes après les autres. Et on retombe un petit peu, il y a une corrélation qui me semble évidente avec ce que vous amenez, vous, dans votre manière de voir l'univers. Me trompe-je? Au sens qui me vient là, c'est ce que j'appelle le suprême, c'est-à-dire ces liens entre ces liens psychiques entre les particules vont créer des motifs. Et ces motifs, si vous voulez, c'est comme des perles et des ficelles. Les perles, c'est les particules. Les ficelles, c'est les liens psychiques entre elles. Et quand vous avez des perles et des ficelles, vous pouvez faire des figures. Vous pouvez faire avec ça des figures différentes. Vous pouvez faire un collier, vous pouvez faire un pendentif, vous pouvez faire plein de choses. L'artisanat nous en donne des preuves. Et ça, au sens mathématique ou abstrait, c'est dire que dans le psychisme, on peut, grâce à cet effet de structure lié à ces liens, on peut encoder des informations. Et par exemple, quand vous vivez, vous allez fabriquer des informations qui correspondent à votre vécu. Ces informations restent quelque part. Et donc même après que vous soyez cliniquement mort, une partie de vos vécus sont restés imbibés dans la nature, ainsi de suite. Par exemple, vous en avez de votre vivant une partie qui va se transformer à ce qu'on appelle les mémoires cellulaires, et ainsi de suite. Et à ce titre-là, on sait que par exemple, quand on fait des greffes, on a eu des cas retentissants où la personne qui était greffée héritait des mémoires cellulaires du donneur. Ah bon? Oui, qui était mort et donc qui d'une certaine façon revivait par lui. Et je vois un peu peut-être le karma en partie, c'est aussi un petit peu ça. C'est-à-dire des traces de choses qui ont été faites historiquement datées, et bien continuent à survivre et peuvent ressurgir dans un autre dessin. Dans un autre dessin, dans une autre trame. Absolument, tout à fait. Vous vous rendez compte, Emmanuel Randford, que si on tenait ce genre de discours au Moyen-Âge, tous les deux, nous serions bons pour le bûcher? Écoutez, allons-y, en chantant. Oui, en fait. Alors, parlons, si vous le voulez bien, parce que là, on l'a à peine effleuré. Expliquez-nous ce que vous entendez par ces trois lutins pour faire le monde que vous avez baptisé matériel, porteur et subtil. Voilà, alors je fais une petite parenthèse. Si autrefois nous eussions été conviés à nous faire lécher les doigts de pied par les flammes et plus, c'est-à-dire au bûcher, je vais vous dire qu'aujourd'hui l'anathème des scientifiques hyper rationalistes, donc ils en sont totalement irrationnels, c'est du même niveau. C'est juste que on va pas venir vous chercher chez vous et vous amener au bûcher, mais le fond, l'énergie est un petit peu la même. Je referme cette parenthèse. Alors, vous me parliez de... Voilà, c'est ça. En fait, MPS, c'est ce que j'appelle le schéma MPS. Le vrai nom, si vous voulez, c'est matériel, paral et supral. Pour éviter des néologismes, en tout cas au niveau de mon ouvrage, j'ai rebaptisé paral le porteur et supral le subtil. Je vais m'expliquer. En fait, il s'agit, étant donné que les particules sont bidimensionnelles au lieu d'être monodimensionnelles, puisque je leur ajoute une dimension psy, puisque pour moi la matière est la psychomatière, donc ces particules ont deux dimensions chacune. Voilà. Donc on part de ce postulat, nous sommes d'accord. Étant donné que, sous cette hypothèse-là, étant donné qu'elles ont deux dimensions, les interactions qui vont les agiter en quelque sorte, soit internes à elles-mêmes, soit entre elles, vont être plus riches que si elles n'avaient qu'une seule dimension. Jusque-là, je vous suis, c'est très clair. Voilà. Donc, quand la partie matérielle ou phi de l'une interagit avec la partie phi de l'autre, c'est ce que j'appelle l'interaction M, matérielle. Matérielle comme physique. C'est celle qui est habituelle et que la physique connaît très précisément, elle caractérise. C'est donc une interaction qui est exocausale, c'est-à-dire déterministe, et qui suit ce qu'on appelle le principe de moindre action. Donc ça, c'est bien repéré, c'est bien connu par la physique. C'est bien acquis, c'est standardisé, on le sait. D'accord. Absolument. L'autre, alors P, c'est-à-dire l'interaction parale ou porteuse, c'est une interaction interne à chaque particule entre sa partie
psi et sa partie phi. Donc entre sa partie endocausale et sa partie exocausale. Voilà, c'est-à-dire que Madame Psi A s'intéresse à Monsieur Phi B. Absolument, mais voilà. non, tirez pas de conclusion prématurée. Non, je me permettrai pas. Voilà, ce n'est pas comme dans Gala. Non. Non, faut rassurer. Donc, non, il n'y a pas Nicolas et Carla de l'autre. Non, bon, ça n'a rien à voir. D'accord. Donc c'est effectivement cette particule, c'est-à-dire en gros, ça, si vous voulez, la précédente M, c'est quand le psi est latent. Je vous ai dit qu'en temps normal, il dort, il est endormi, voilà. C'est pour ça que tout se passe comme s'il n'existait pas. Quand il est latent, eh bien, la seule interaction possible, c'est l'interaction M, matérielle. Quand il se réveille, ce psi, eh bien, il vient perturber la partie psychique de la particule, vient perturber sa partie physique, parce qu'il y a une interaction entre les deux, et ça va donner lieu à une évolution d'un nouveau type. Et ça, je l'appelle l'interaction parale ou porteuse. Pourquoi porteuse? Parce que quand il y a cette interaction, eh bien, le psy se réveille, donc il passe de l'état inconscient ou latent à l'état conscient. Alors, au niveau d'une infime particule, c'est de c'est de la protoconscience. C'est encore une fois, c'est comme une lueur, un seul photon ne fait pas une lampe. Eh bien là, c'est la même chose. Une seule particule dont le psy se réveille ne fait pas une conscience. Oui. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Une lueur ne fait pas une conscience, je disais tout à l'heure, une lueur ne fait pas une lampe, une lumière visible. Ça, c'est la même chose, c'est une question d'intensité. Donc, au niveau élémentaire, nous avons, lors d'une interaction parale ou porteuse, nous avons l'interaction psychophysique de base. C'est celle qui régit la fonction biologique sensorimotrice, c'est-à-dire pour que le sensoriel, la fonction sensorielle, vous savez, je perçois un truc, c'est physique et ça passe à mon esprit, et moteur, je décide de bouger mon doigt et je le fais, donc ça passe de mon esprit à mon corps. Tout ceci me montre qu'il y a un dialogue possible entre la dimension psy et la dimension phi. Eh bien, ce dialogue a pour base au niveau le plus élémentaire cette interaction. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Tout à fait. Voilà. Et à ce niveau-là, quand elle a lieu, la psychomatière passe à un deuxième état. Si vous voulez, la psychomatière, c'est comme une substance à deux états, comme l'eau qui peut être glace. L'eau fluide, tiède et assez lourde peut devenir glace, solide, moins dense et plus froide. Vous voyez, c'est un peu la même chose, une même substance sous deux aspects. Et dans ce cas-là, en physique, comme quand ça a lieu, quand le psy se réveille, comme il est endocausal, eh bien, ça va se manifester par une rupture de l'exocausalité, c'est-à-dire le déterminisme va disparaître momentanément au moment où le psy devient actif. Voilà. Et donc là, pour les physiciens, ça veut dire que là, c'est le hasard qui intervient. Alors, les physiciens n'y verront que l'apparence extérieure, c'est-à-dire celle de hasard. C'est-à-dire, il y a non-déterminisme, il y a rupture de déterminisme. Ils vont dire, il y a acausalité. Et moi, je dis que cette acausalité est en fait l'apparence extérieure d'une endocausalité. C'est là toute la différence. Ouais. Vous signalez dans votre ouvrage, dont je rappelle le titre, La nouvelle physique de l'esprit, aux éditions Le Temps présent, dans la collection Champs utiles, vous signalez dans votre ouvrage qu'il y a des expériences où on a constaté que un photon, si je me rappelle bien, est télépathe. Oui. Ah, ça c'est, il est télépathe et il est épatant aussi, les deux à la fois. Racontez-nous ça. Parce que, alors, bonne question, vous attirez l'attention sur la troisième interaction, S, dont je n'ai pas encore parlé, qui est soit suprale de son vrai nom, soit subtile de son nom moins néologisme dans le livre. L'interaction subtile ou suprale, c'est tout simplement une mise en cohérence ou une agrégation ou une soudure entre les parties psy de deux particules différentes. Voilà. Alors, Emmanuel Ransford, juste une pause. Oui. C'était pour amener le suspense un petit peu, si vous voulez. Juste une pause, et on se retrouve tout de suite après pour développer justement cet aspect du problème qui est très très intéressant. À tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
Emmanuel Ransford, qui est physicien et mon invité ce soir sur Sud Radio. Il est également épistémologue et l'auteur d'un ouvrage très intéressant pour comprendre la physique quantique d'une part et ses applications d'autre part, pour aller un petit peu plus loin, vous l'avez compris, comprendre ce qu'est la psychomatière. C'est une théorie qu'Emmanuel Ransford développe qui est très intéressante. Je vous recommande ce livre donc qui a pour titre La nouvelle physique de l'esprit aux éditions Le Temps Présent. Nous parlions donc il y a quelques instants, juste avant l'interruption, nous parlions d'un photon qui était télépathe, et là donc ça nous amène à parler de cette relation entre deux particules de psychomatière, donc partie physique et partie psy, c'est ce qui constitue la psychomatière, où les deux particules se contactent par leur côté psy. C'est ça, j'ai bien résumé ? Oui, bravo. Merci. Oui, non mais c'est ça. Donc vous aviez une question, vous vouliez que je vous en parle un peu. Voilà, le photon télépathe. Alors, voilà, le photon télépathe, au même titre d'ailleurs que n'importe quelle autre particule. Ce n'est pas que le photon. Oui. Disons que les expériences de contrôle de cette télépathie, en quelque sorte, au niveau de la particule subatomique élémentaire, c'est faite à propos des photons. Mais encore une fois, c'est valable pour n'importe quelle particule élémentaire. Donc le photon télépathe, je vais prendre une comparaison facile. Donc il y a une unification psychique des photons, ce qu'on appelle les photons jumeaux. C'est ce qu'on appelle le paradoxe EPR, et c'est ce qu'on appelle la non-séparabilité ou l'intrication quantique. Alors là aussi, c'est donc une interaction que les physiciens ont trouvé. C'est en fait Einstein qui a levé ce lièvre parce qu'il espérait démontrer par là que la physique quantique, la mécanique quantique était une théorie incomplète, mais bon, en fait, l'enjeu n'était pas celui qu'il croyait. Et alors, donc, si vous voulez, les deux particules, même quand elles s'éloignent, un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour le psy, la partie psychique de la psychomatière, de la particule élémentaire, n'est pas astreint donc au même déterminisme que la partie physique, et n'est pas astreint ne fait pas partie de l'espace-temps relativiste de la matière. C'est-à-dire qu'elle se fout complètement de la distance et du temps. Absolument, elle transcende. Elle transcende l'espace-temps de la matière, donc elle échappe aux contraintes habituelles de la matière, aux contraintes d'espace-temps. Et c'est ce qu'on constate d'ailleurs dans les problèmes de la non-séparabilité, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ça avec des photons, parce que deux photons qui s'éloignent dans des directions opposées ne peuvent pas, au sens de la relativité restreinte, ne peuvent pas échanger des informations. C'est impossible, en théorie. C'est impossible. Donc il y a ce qu'on appelle la causalité einsteinienne, la causalité locale d'Einstein, empêche qu'il y ait une transmission, une propagation d'informations de l'un à l'autre. De l'une à l'autre. Or, c'est pas le cas. Voilà. Or, on constate que, alors je vais vous dire un peu ce qui se passe de façon un peu imagée. Voilà. C'est comme si un photon, vous savez, un photon va très vite. Il court très vite parce qu'il a des jambes. Il a des jambes, donc il a des chaussettes. Ça, c'est une métaphore, évidemment, pour dire que donc il a des chaussettes. On va dire qu'il a des chaussettes qui sont soit rouges, soit bleues. D'accord. Ça revient à dire ce que je veux dire sous forme de la couleur des chaussettes. C'est ce qu'on appelle les caractéristiques, les propriétés quantiques. Ça veut dire, par exemple, s'il a une polarisation plane, ça veut dire que son angle de vibration correspondant à sa polarisation sera soit en haut, soit en bas, soit horizontal, soit vertical, par exemple. C'est une métaphore pour les propriétés quantiques. Vite fait. Voilà. Okay. Alors, qu'est-ce que nous dit la physique quantique? Elle nous dit que les deux photons jumeaux, donc qui sont nés d'une même cascade atomique, enfin d'un même processus, sont liés par non-séparabilité. L'un part à gauche, l'autre part à droite. D'accord. Quand ils partent, ils sont dans ce qu'on appelle un état superposé. L'état superposé, ça veut dire que leurs chaussettes ne sont ni jaunes, ni rouges, ni bleues. La seule chose qu'on sait, c'est que si on les mesure, on trouvera qu'elles sont soit rouges, soit bleues. D'accord. Voilà. Mais elles ne sont, la couleur n'est pas décidée à l'avance. Okay. Donc, l'un part d'un côté et l'autre de l'autre. Ils sont aussi dans ce qu'on appelle un état singulier, c'est-à-dire il y a une loi de conservation. On sait aussi que si on trouve que la couleur des chaussettes de l'un est bleue,
instantanément et automatiquement, on sait que l'autre aura une couleur de chaussette rouge. C'est clair ce que je dis là? Je mélange parfois un peu dans les couleurs. Si on trouve bleu d'un côté, on aura rouge de l'autre. Si on trouve rouge d'un côté, on aura bleu de l'autre. Systématiquement. Voilà, systématiquement. Donc ça veut dire qu'ils s'échangent des informations d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est absolument pas compris. Quel est le processus sous-jacent? C'est totalement pas compris. Et donc, dans mon hypothèse de psychomatière, c'est la dernière interaction, celle que j'appelle suprale ou subtile, c'est-à-dire les deux photons au niveau de leur partie psychique, donc qui se fichent des distances. On n'a rien à fiche qui soit éloigné de milliards de kilomètres. Ouais. Ces deux photons qui sont physiquement dissociables et dissociés sont psychiquement unifiés. Ce qui veut dire que quand on va mesurer l'un, qu'est-ce qu'on va faire? Le mesurer, c'est lui forcer la main pour qu'il choisisse une couleur de chaussette. Ouais. Avant, il a les deux à la fois, il est superposé. Ouais. Quand on le force à choisir, c'est lui qui va choisir soit bleu, soit rouge. Voilà. Mais comme les deux photons sont psychiquement soudés, c'est-à-dire leur endocausalité forme une unité, eh bien ce n'est pas le photon, par exemple, de gauche, si je mesure le photon qui est parti à gauche, ce n'est pas le photon de gauche qui va décider pour lui-même, c'est l'ensemble des deux photons qui forment une unité endocausale, donc une unité décisionnelle, qui vont décider pour les deux à la fois une seule et même décision. Est-ce que c'est clair? Donc, le fait que l'un, on a l'impression que c'est le photon de gauche qu'on mesure qui va décider tout seul, je prends des chaussettes bleues ou rouges, en fait c'est l'ensemble des deux, ils vont décider qui prend les chaussettes bleues et qui prend les chaussettes rouges. Donc il y a perte d'un degré de liberté, en quelque sorte, et c'est une décision collective. Donc il est tout à fait normal qu'on trouve les corrélations. C'est-à-dire si l'un c'est bleu, l'autre aura rouge, forcément c'est une seule et même décision. Est-ce que c'est clair? Tout à fait. Et si vous dites ça, vous vous faites jeter du laboratoire. Je me ferai jeter, mais vous inquiétez pas, si jamais c'est moi qui ai raison, ça finira par se savoir. Même si je me fais jeter, c'est pas grave. Ouais. Et alors, en termes, parce que là, nous sommes restés quand même durant presque une heure, dans les limbes de la physique quantique, mais en termes d'application tangible, je veux dire, ça va rien changer au prix de la baguette, nous sommes d'accord. Oui. Mais dans la compréhension de la nature qui nous entoure, les applications peuvent être colossales pour comprendre justement tous les phénomènes dits paranormaux pour le moment, parce qu'on ne les comprend pas. Voilà, alors effectivement, ce qui se passe par là, c'est qu'effectivement, si la matière est plus riche que ce que les physiciens croient, bien sûr, cela ouvre la possibilité de phénomènes d'un type nouveau, d'une variété de phénomènes plus vaste que celle d'une matière appauvrie, c'est-à-dire d'une psychomatière appauvrie en matière. Encore une fois, si la notion de psychomatière est bien juste. Tout à fait. Donc ça veut dire une matière dotée de conscience. Voilà, de psychisme en tout cas. Oui, de psychisme. La conscience, mais si on veut, pour faire simple. Mais donc, en quelque sorte, dans la mesure où la vision des physiciens aujourd'hui, le scientifiquement correct, est plus étroit, si jamais la psychomatière était juste, et donc plus étroit que la matière en elle-même, à ce moment-là, ils appauvrissent le réel et ils ne peuvent comprendre que les phénomènes qui rentrent dans leur cadre qui est trop étroit. Donc ceux qui excèdent de ce cadre n'avaient pas de solution, donc n'avaient pas d'explication possible, donc on leur collait l'étiquette infamante phénomène paranormal. Par contre, si, encore une fois, avec un si la matière est bien la psychomatière, elle permet en tout cas d'expliquer des phénomènes, on l'a vu pour la télépathie, mais on pourrait citer encore d'autres phénomènes, et à ce moment-là, effectivement, tout ce qui était paranormal, faute de trouver une explication parce que le paradigme actuel, le modèle de la physique était trop étroit, eh bien, va rentrer dans la catégorie des phénomènes explicables. Oui, tout à fait. C'est un espèce de paranormal de défaut de perspective. Autrement dit, pour être encore plus clair, reprenons la théorie de Rupert Sheldrake que vous citez dans votre livre, Rupert Sheldrake, qui parle de champ morphique, c'est-à-dire de sorte de lien qui unit toutes les personnes d'une même tribu, donc d'une même classe, d'une même famille, d'une même équipe de foot, de rugby ou que sais-je. Il y a donc
quand on parle de psychomatière, là il y a une corrélation évidente, quoi. On comprend ce que veut dire Rupert Sheldrake par le champ morphique. Oui, absolument. Mais je dirais que en fait, effectivement, mon approche fonde, si vous voulez, Rupert Sheldrake, je disais, faisait cette hypothèse qui est tout à fait intéressante, mais qui n'était pas rattachée. C'est normal parce qu'il est biologiste. Hein, oui, n'était pas rattaché, n'était pas ancré dans la réalité physique. Et moi, effectivement, j'apporte le petit maillon supplémentaire qui permet justement de se dire, ces champs morphiques, je comprends, ou morphogénétiques, je sais pourquoi ils sont là, je comprends, et je comprends leur action. Oui, c'est logique, ça. Voilà. Ça paraît tout à fait logique. Voilà. Dites-moi, Emmanuel Ransford, vous avez donné une conférence à l'Institut Métapsychique International. Oui, un jour de grève d'ailleurs, c'était sympa. En octobre dernier, effectivement. Comment votre théorie a-t-elle été accueillie ? Écoutez, je dirais que ça intéressait les personnes, hein, pour autant que j'ai pu le voir dans la salle. Hein. Je peux pas parler au nom des personnes, mais j'ai eu un bon écho et un intérêt certain, malgré les grèves. Oui, c'est-à-dire il y avait à peu près entre la moitié et un tiers des personnes qui étaient attendues. Enfin bon, voilà. D'accord. Mais à ce moment-là, dans votre livre a été publié, est-ce que vous avez des retours de collègues qui appartiennent à la communauté des physiciens? Écoutez, moi je vais vous dire, je fais deux catégories, c'est un peu schématique ce que je vais vous dire, mais c'est pas totalement faux. Il y a les physiciens qui ont fait un peu carrière, patenté et tout ça, qui eux ont... c'est une question, si vous voulez, de conservatisme des idées, de conservatisme des institutions qui eux vont être farouchement contre, sans même prendre le temps à la limite d'approfondir, mais ça c'est normal, ça a toujours été comme ça. On pourrait citer dans tous les domaines, pas que dans les sciences. On tire toujours sur le pianiste, c'est-à-dire les gens adorent les idées nouvelles, mais surtout il faut pas leur en présenter parce que dès que ça met en cause les idées en lesquelles ils croient depuis des années, alors là ça va plus. Et une autre catégorie, c'est celle en fait des étudiants. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore figés sur des certitudes et qui sont encore en recherche et qui sont encore curieux, qui sont dans un questionnement. Et ceux-là, bon, le livre n'est pas sorti depuis très longtemps et donc je n'ai pas eu encore, j'ai pas encore remué ciel et terre pour aller au devant de publics variés, mais c'est en train de se faire. Et en tout cas, j'enregistre des réactions tout à fait intéressantes. Je vous dirais aussi une autre catégorie, ce sont les thérapeutes holistiques qui, je vous ai parlé tout à l'heure des mémoires cellulaires et tout ça. Il y a d'autres phénomènes. On n'a pas trop le temps de parler de tout ça ici, puisqu'on est en temps limité. Mais disons, ça a un certain nombre de thérapeutes holistiques et de gens qui sont en recherche, qui s'intéressent à la médiumnité, qui s'intéressent à un certain nombre de choses, vont trouver dans cette théorie de quoi asseoir des choses qu'ils sentent confusément, qu'ils ont exprimées, qu'ils ont vécues, mais qu'ils ne savent pas rattacher à une vision du monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un peu clandestin, c'est dans la clandestinité, et puis ils se disent, oulala, si des scientifiques m'entendent, ils vont croire que je suis fou, alors qu'au contraire, une science élargie, une science enrichie et comprise sans œillère, au contraire, va accueillir leurs phénomènes et leur donner une, comment on appelle ça, une légitimité et une assise. Une assise, voilà, donc une légitimation. Emmanuel Ransford, je vais vous raconter une petite anecdote, vous allez me dire si je dis des bêtises ou pas. Dans certaines tribus africaines, en Afrique noire, lorsque une famille veut aménager dans une case, vous savez qu'il y a eu une vie où il y a une famille qui a vécu, etc., etc. Une case se libère dans le village et une nouvelle famille vient s'installer dans cette case. Or, le sorcier a pour habitude, c'est la tradition, c'est le rituel, a pour mission de nettoyer, entre guillemets, cette case pour qu'elle soit totalement vierge d'émotions pour quand ils arrivent, pour accueillir les nouveaux habitants, et qu'ils puissent eux-mêmes écrire leur histoire sur cette page à nouveau vierge. Vous me suivez jusque-là? Oui. Et donc, ce sorcier se livre à différents rituels, chant bien entendu, fumigation à l'intérieur de la maison, enfin de la case, et tape les murs, vous savez, avec des baguettes, pour, dit-il, les remettre à zéro. Pour enlever toutes les émotions et le vécu marqué dans le lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et cette transition qui date depuis que l'homme est homme dans ces tribus africaines, en fait, trouve une assise, je dirais presque scientifique à travers votre théorie. Est-ce que je dis une bêtise? Non, pas du tout, rassurez-vous.
Non, mais ce que je voulais dire d'après ce que vous me dites, d'abord j'aime beaucoup cette chose que vous rappelez. Moi, je suis tout à fait fasciné par justement ces pratiques religieuses ou ces pratiques magiques de l'origine un petit peu qui sont rattachées à des choses très anciennes et très justes, oui, qu'on a un peu perdu après parce qu'on est parti dans le rationnel, dans le voilà. Donc je suis tout à fait, si vous voulez, je vous ai parlé tout à l'heure des mémoires cellulaires, mais quand vous vivez quelque chose, donc il y a des suprêles, je les appelle, ces espèces de structures du champ psychique qui vont se déposer. Je vous dis, c'est des perles et des ficelles, c'est-à-dire ces suprêles, ce sont des figures géométriques, en fait topologiques, mais je ne rentre pas dans les détails, qui sont faites à partir de perles. Les perles, c'est les particules élémentaires, et des ficelles qui sont leurs liens subtils ou suprales, comme je l'ai dit, leur lien de soudure psychique. Et quand vous vivez dans un lieu, vous respirez, vous faites un certain nombre de choses, et donc vous collez dans votre environnement des particules qui sont imbibées de ce que j'appelle donc ces suprêles de votre vécu. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Tout à fait. Voilà, vous avez une émotion, cette émotion se traduit par un certain nombre de suprêles qui correspondent à cette émotion, vous respirez, paf, votre souffle va venir coller, c'est comme des timbres que vous collez sur les murs. Oui. Donc il est certain quand vous êtes dans un lieu, et d'ailleurs il y a eu aussi justement là encore des expériences paranormales de gens qui étaient soit dans un ancien champ de bataille, d'un seul coup ils entendent quelque chose, ils voient quelque chose. Enfin, on a plein de ces phénomènes-là qui sont totalement improbables mais qui se sont produits. Et effectivement, par un rituel, par une ritualisation, on peut reprogrammer, déprogrammer. C'est comme quand un thérapeute fait de la déprogrammation cellulaire. C'est un peu la même chose au niveau d'un lieu de vie. Oui. Donc effectivement, ce genre de choses qui sont intuitivement comprises, beaucoup de mystiques, beaucoup de médiums et tout ça, on saisit les choses intuitivement. Moi, je prétends juste les amener sur une base de connaissances rationnelles. Oui, tout à fait. Mais je les rejoins, tout à fait. Donc tout ça pour répondre à votre question en disant tout à fait, c'est tout à fait ça. Merci Emmanuel Ransford, en tout cas j'ai passé une heure vraiment passionnante en votre compagnie et j'invite ceux et celles qui ont envie d'en savoir plus à se procurer votre ouvrage, donc paru aux éditions Le Temps Présent dans la collection Champs Limites. Cet ouvrage a pour titre La Nouvelle Physique de l'Esprit. Emmanuel Ransford, à très bientôt j'espère. À très bientôt et merci pour vos questions. À très bientôt. C'est un plaisir. Au revoir. Au revoir. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Et bien voilà, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouvera la semaine prochaine. Et pour la semaine prochaine, nous avons décidé, toute l'équipe des aventuriers de l'étrange, de vous faire redécouvrir ou découvrir pour certains d'entre vous 2 dossiers qui ont vraiment marqué cette fin d'année 2007. Le premier dossier parlera de la lévitation. La lévitation notamment chez les mystiques. La lévitation est un des phénomènes les plus spectaculaires qu'il soit. Et là, vous découvrirez peut-être avec ravissement, comme moi en tout cas, le cas d'un moine qui avait l'habitude de prier à 7 mètres au-dessus du sol. Et même un pape a été témoin de ce prodige. Ce sera vendredi prochain avec l'historien Joachim Boufflet qui sera mon invité. Et samedi prochain, nous terminerons l'année en beauté avec le dossier des maisons hantées, le grand classique du paranormal, la maison hantée, sauf que là, ce sera des vrais cas de maisons hantées et j'aurai le plaisir également de d'accueillir dans les aventuriers de l'étrange un authentique chasseur de fantômes. Bonne semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio et rendez-vous samedi et dimanche prochain. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.